Aujourd'hui, donc, un cours consacré à la grande révolte contre Samsu-Iluna. Les années 8 à 10 de Samsu-Iluna sont beaucoup mieux connues que les 7 premières années de son règne, en raison des événements qui se déroulèrent alors. Pendant 2 ans se succédèrent révoltes et invasions dans le sud, l'est et l'ouest de son royaume. Les données à notre disposition sont encore très insuffisantes pour permettre une reconstitution complète des événements, mais de gros progrès ont été faits ces dernières années, et donc je souhaite tenter en livrer aujourd'hui une nouvelle synthèse. Le point de départ est simple, l'arrêt de l'emploi des noms d'années de Samsu-Iluna dans un certain nombre de villes et l'apparition de noms d'années de rois locaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. À Kutala, qui est une petite ville proche de Larsa, où on a l'avantage de disposer d'un lot d'archives bien délimité et bien situé. La datation par l'an 8 de Samsu-Iluna s'arrête au début du mois 7. On a ensuite 3 textes qui sont datés par un certain Rimsin, que les historiens ont pris l'habitude de désigner comme Rimsin II, par rapport au roi de Larsa, Rimsin I, vaincu par Hammurabi. Et puis ensuite, on voit qu'on a un texte de l'année 10 de Samsu-Iluna, et après, on n'a plus rien. Donc, ces données ne suffisent pas pour régler le détail de la chronologie, mais elles montrent clairement que Samsu-Iluna perdit le contrôle de Kutala pendant un peu plus de 2 ans, période pendant laquelle Rimsin II fut reconnu comme roi. Ensuite, Samsu-Iluna reprit le contrôle de la ville pendant quelques mois avant de le perdre, cette fois définitivement. Si l'on regarde maintenant la situation à Our, on possède un lot de textes cohérents qui a été publié par Dorothée Ormsby. Il commence au début de l'année 6 de Samsu-Iluna, continue jusqu'au mois 9 de l'an 8 de Samsu-Iluna. Ensuite, on a des textes datés par Rimsin II. Et si l'on veut voir jusqu'où on utilise des datations par Samsu-Iluna, à Our, on a UET 5 448 qui date du milieu du 11e mois, et le texte du sud, le plus récent, date du premier jour du mois 12 de la même année. Conclusion, progressivement, dans la deuxième moitié de l'année 8, Samsu-Iluna perdit peu à peu le contrôle de toutes les villes du sud. À Uruk, on a plusieurs lots de textes différents, mais dont on sait maintenant qu'ils proviennent tous du palais dit de Sinkashid, le roi qui l'a fait bâtir vers 1865 à peu près. On a tout d'abord les textes qui sont décrits comme provenant du Bit Assyrie, littéralement le bâtiment des prisonniers de guerre, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il s'agit de 325 textes issus de fouilles clandestines du début du XXe siècle qui sont dispersés entre 14 musées et collections. Et puis on a le reste, 84 tablettes, qui proviennent des fouilles allemandes du bâtiment au début des années 1960. Et elles proviennent presque toutes de la salle 30 du bâtiment, au bord d'une fosse de pillards, qui est manifestement l'endroit où les clandestins avaient découvert les 325 autres. Or, on constate que dans cet ensemble, on a très peu de textes datés par Samsu-Iluna. Issus des fouilles régulières, on a 2 tablettes datées du 16 et du 19 du mois 8 de l'année 7 de Samsu-Iluna, et la tablette la plus récente est conservée au British Museum et date du mois 8 de l'année 8 de Samsu-Iluna. Et à partir de ce moment-là, les textes sont datés de l'année où Rimanum est devenu roi. Ce Rimanum régna manifestement sur Uruk, parce que, nous le verrons en détail plus tard, un de ces noms d'années mentionne Uruk et ses environs. Mais pendant longtemps, on a cru qu'il avait été contemporain du roi de Larsa, Rimsin Ier, le grand roi de Larsa, parce que certains textes comportent un nom d'année de Rimanum,
et mentionne un tel barbier de Rimsin, ou encore un tel messager de Rimsin. Et donc on pensait que c'était des échanges diplomatiques entre le roi de Larsa Rimsin I et puis ce Rimanum d'Uruk. Et c'est en 1986 que Maria Ellis découvrit la vérité. En réalité, Rimanum n'était pas un contemporain de Rimsin I, mais de Rimsin II. En effet, un texte daté de Rimanum était scellé par un certain Apil-Ilishu, fils de Tab-Shar-Ili, serviteur de Samsu-Iluna. Et donc, ça montrait bien que Rimanum avait pris le pouvoir à Uruk après que Samsu-Iluna y avait déjà régné, sinon on ne pouvait pas expliquer la dévotion sur la légende de Sososila. On a aussi deux inscriptions de Samsu-Iluna qui rappellent les événements qui se sont déroulés pendant cette période troublée. La première est connue depuis longtemps, elle figure sur des cylindres en argile découverts à Kish, avec un texte soit en sumérien, soit en akkadien, et dont l'objet est de commémorer la reconstruction de la muraille de la ville de Kish sur l'ordre des dieux Ababa et Ishtar. Et les lignes 92 à 115 de l'inscription rappellent les événements de la façon suivante. L'année ne s'était pas à moitié écoulée qu'il, c'est-à-dire Samsu-Iluna, tua Rimsin, donc Rimsin II, qui avait fait se rebeller l'Emut Balum, la région de Larsa, et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Dans le territoire de Kish, il, toujours Samsu-Iluna, entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires, il les écrasa tous. Donc voilà quelques indications sur les événements qui se sont passés, mais vous voyez que ce texte ne nomme pas Rimanum d'Uruk, par exemple. On y reviendra. Et puis, le second texte, c'est la fameuse statue issue de fouilles clandestines, dont le texte est toujours inédit et à laquelle j'ai déjà fait allusion dans le premier cours. Je ne pourrai donc pas vous en donner de citation, mais ça et là, je ferai quand même usage des informations qu'elle contient, parce que ce serait difficile autrement de régler certains problèmes encore ouverts. Alors on va commencer par décrire les épreuves qui affectèrent le royaume de Samsu-Iluna, avant de voir, dans un second temps, comment il réussit à reprendre en main la situation, au moins en partie. Pourquoi des usurpateurs réussirent-ils à prendre le pouvoir à Larsa ou à Uruk ? Eh bien, manifestement, la venue de Samsu-Iluna à Ur 4 ans auparavant n'avait pas suffi à apaiser la rancœur des habitants de l'ancien pays de Sumer. Il semble avoir eu le sentiment qu'ils étaient exploités par les gens du Nord et avoir voulu reprendre leur indépendance. Uruk a rétabli la sienne en portant Rimanum sur le trône, tandis que Rimsin II devenait roi de Larsa en englobant l'ancien royaume d'Isin qui avait été autrefois annexé par Rimsin I. Alors on va commencer par regarder la situation à Uruk sous Rimanum avant d'étudier le règne de Rimsin II. On verra dans un troisième moment que la situation fut encore aggravée par une invasion de montagnards cassites et on terminera en constatant que la révolte ne se limita pas au sud, car à l'ouest, l'ancien royaume de Mari connut également des velléités réussies d'indépendance. Un mot de commentaire de la bibliographie récente sur le royaume d'Uruk sous Rimanum. Annunziata Rositani a publié des textes inédits du British Museum dans un livre en 2003 et dans 2 articles en 2009 et en 2014, ce qui a permis de connaître 181 textes supplémentaires, donc un corpus important. Martin Stoll a écrit un bref article de synthèse dans le Real Lexicon der Assyriologie en 2006. Et Andrea Seri a publié un livre entier consacré donc à cette question de l'esclavage et de l'État à Uruk durant la révolte contre Samsu-Iluna, prenant en compte la totalité du corpus auquel elle a ajouté 42 inédits, et j'ai publié un compte-rendu critique détaillé de ce livre dans la revue d'Assyriologie l'année d'après.
Les quelques 325 tablettes de ce bâtiment qu'on appelle le Bit Assyrie sont exclusivement des textes administratifs, donc découverts aux alentours de la salle 30 du palais, et ils se répartissent en deux ensembles thématiques. D'une part, la distribution de farine à des messagers ou d'autres personnes dont l'origine géographique est souvent précisée, ça fait 173 tablettes, et d'autre part, la gestion des prisonniers et des esclaves, donc un petit peu moins, 141 tablettes. On a donc manifestement affaire au contenu de quelques paniers homogènes du point de vue de leur contenu et de leur date. Et on doit, de ce point de vue, les mettre sur le même plan que le lot de 84 tablettes restées sur place dans la salle 30 du palais et découvertes par les fouilleurs allemands au début des années 1960 et qui comportent uniquement des tablettes relatives au roseau et au bois, tablettes qui sont malheureusement très mal conservées. Alors à partir de tout cela, eh bien, on peut tirer toute une série de conclusions. Une chose est sûre, le mot Assyrum désigne en akkadien un prisonnier de guerre. Mais qu'est-ce que c'était qu'un Bit Assyrie, littéralement un bâtiment des prisonniers de guerre? Alors, pour essayer de le comprendre, je crois qu'il n'est pas de bonne méthode de se limiter au texte d'Uruk-su-Rimanum, car il se trouve que nous avons quelques textes, beaucoup moins nombreux, mais quand même, qui proviennent de Larsa et qui sont datés de Rimsin II, donc qui sont exactement contemporains. Et il y a peu de chances qu'à Larsa, les choses soient si différentes de ce qui se passe à Uruk. Et donc, Andrea Seri a explicitement refusé de tenir compte de ces textes de Rimsin II, et je pense que c'était une erreur. Par ailleurs, elle a voulu réagir contre une image qui s'était imposée dans la littérature assyriologique par comparaison avec l'histoire de Samson dans la Bible, c'est-à-dire l'utilisation en Mésopotamie de prisonniers de guerre pour moudre de la farine, éventuellement en les rendant aveugles. Elle souligne, à juste titre, que les textes d'Uruk ne contiennent aucune allusion à des prisonniers de guerre qui auraient été énucléés, ni même au fait qu'ils auraient été utilisés pour moudre de la farine. Alors, c'est vrai, mais ça n'est pas très étonnant, vu la nature des sources. Et on ne doit pas oublier la lettre de Marie où le gouverneur Yakimadou déconseille à Zimrilim de vendre à des nomades 2 prisonniers comme esclaves, et où il écrit « Il faut plutôt leur crever les yeux pour qu'ils fassent la mouture dans l'ergastule, ou bien leur couper la langue à tous deux, afin que leur affaire ne puisse s'ébruiter. » Alors, c'est vrai qu'on se situe 3 décennies plus tôt et dans une autre région, mais les choses étaient-elles si différentes ? On peut en douter, et en tous les cas, on doit remarquer que les archives du temps de Rimanum ne comportent aucune lettre susceptible de nous donner des informations de ce genre. Par ailleurs, j'ai été un peu étonné de voir qu'Andrea Seri ne faisait aucune allusion à la célèbre prophétie retrouvée à Uruk dans le palais de Sinkashid, et où la déesse Nanaya annonce une période de douleur et avertit son messager, le prophète, jusqu'à ce que j'installe un pasteur fidèle et fasse revivre la ville d'Uruk qui était morte, tu moudras la ration Soutoum d'Uruk. Ce passage confirme bien que, dans l'esprit de l'époque, moudre de la farine pouvait bel et bien être considéré comme une punition ou au moins comme une activité liée à un statut d'asservissement. Et les textes de Marie et de Chagar-Bazar indiquent que la mouture de farine était une des activités principales de ce qu'on appelle les ergastules, en babylonien Neparum, comme l'ont montré Denis Lacambre et Julie Patrier, et on en a encore d'autres exemples. Andrea Seri a non seulement refusé que le Bit Assyrie soit un lieu où des prisonniers auraient passé leur jour à moudre de la farine, mais elle a même proposé une vision tout à fait différente. Pour elle, le Bit Assyrie n'était nullement l'endroit où des captifs étaient maintenus prisonniers, c'était une entité purement administrative, dépourvue de réalité physique, et qui gérait les flux de prisonniers, leur arrivée et leur redistribution.
Ces prisonniers, on le constate en effet, étaient affectés à différentes institutions, ou bien ils pouvaient être offerts à des divinités, ou bien encore ils pouvaient être attribués à des particuliers pour accomplir des travaux très variés dans des basses-cours, des palmeraies, etc. Alors c'est une conclusion nouvelle qui est très intéressante, mais qui me semble malgré tout à nuancer. Il me semble en effet que le Bith Assyrie se chargeait bel et bien des captifs dans l'intervalle entre le moment de leur arrivée et le moment où ils étaient réaffectés. Et pendant cette période, eh bien, le Bith Assyrie devait pourvoir à leur alimentation, comme l'indiquent les textes de livraison de farine destinés au Bith Assyrie. Et donc, ici, je me sépare de ce qu'a écrit Andrea Sei. Et les quantités qu'on a sur des tablettes de ce genre se situent toujours entre 30 et 100 silas, c'est-à-dire à peu près 30 et 100 litres de farine, le plus souvent autour de 50 silas. Alors, si on regarde les textes contemporains de Larsa, on voit que les gardiens du Bith Assyrie de Larsa recevaient chacun un silas de grain par jour. Autrement dit, si vous avez des textes qui distribuent entre 30 et 100 silas de farine par jour, eh bien, ça veut dire que vous avez entre 30 et 100 personnes à peu près. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et par ailleurs, on peut regarder le fait que dans le Bith Assyrie de Larsa, on a des textes qui énumèrent le fait qu'il y a 10 gardiens. Alors la question est de savoir quelle est la relation qu'on fait entre le nombre de gardiens et le nombre de prisonniers, mais si à la louche on considère qu'on avait à peu près un gardien pour 10 prisonniers, eh bien ça veut dire qu'au minimum on avait une centaine de prisonniers à un moment donné dans ce Bith Assyrie à Larsa. Et ça correspond, vous le voyez, exactement aux chiffres que par le biais des rations de farine on a déjà pu calculer. Donc, le Bith Assyrie n'était pas seulement une unité administrative, il avait une réalité matérielle, mais là où l'idée d'Andrea Seri me semble à conserver, c'est le fait que ce Bith Assyrie n'était nullement une sorte de camp de prisonniers où ceux-ci auraient vécu à demeure, c'était plutôt une sorte de camp de transit où étaient gardés les captifs entre le moment où ils étaient amenés à Uruk, après avoir été capturés sur le champ de bataille, et le moment où ils étaient affectés à une institution ou à un individu. Les textes de distribution de farine d'Uruk ont le grand intérêt de mentionner des gens en fonction de leur origine géographique, ces toponymes pouvant être considérés comme situés tantôt à l'intérieur et tantôt à l'extérieur du royaume. En ce qui concerne l'intérieur, on relève un certain nombre de localités, Durum, Nazarum, Utsarpara, Edurubissa, Kisura. On ne sait pas exactement où se situent la plupart de ces toponymes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une comparaison avec une liste analogue qu'on peut établir pour l'époque où Uruk était indépendante avant d'être annexée par Rimsin I cette fois, et la similitude est frappante. Autrement dit, Rimanum semble bien avoir réussi à reconstituer le royaume d'Uruk tel qu'il existait sous Sinkashid, fondateur de cette dynastie, et ses successeurs. Et puis, les distributions de farine mentionnent également des individus qui n'appartiennent pas au royaume d'Uruk. Il s'agit essentiellement de militaires de divers grades ainsi que de messagers. Et pour ces derniers, les mentions concernent avant tout des envoyés de Rimsin II. Et un texte est particulièrement intéressant. Il enregistre de la farine qui est allouée à 10 messagers de Larsa qui sont venus à propos de Edurubissa et de Al-Haddad Emukashu. Manifestement, vu le grand nombre de messagers, on a à ce moment-là une négociation entre les nouveaux rois d'Uruk et de Larsa à propos de 2 localités dont nous savons qu'elles étaient situées précisément entre Uruk et Larsa et que par le passé, elles avaient plusieurs fois changé de rattachement, tantôt appartenant au royaume d'Uruk et tantôt appartenant au royaume de Larsa. Autrement dit, l'indépendance regagnée
d'un côté par Rimanum à Uruk et de l'autre côté par Rimsin II à Larsa, cette indépendance donc fit manifestement ressurgir une vieille querelle frontalière. Par ailleurs, 23 textes mettent en évidence une alliance qui existait entre Rimanum et un certain Dagan Ma-Ilum, que les Mans avaient considéré comme roi du Moutiabal, c'est-à-dire la région de Kasalou, au nord du royaume de Larsa. Il faut rappeler que Kasalou avait été un petit État indépendant au XIXe siècle, avant d'être annexé au royaume de Babylone par Soumulael, et que par ailleurs, l'histoire de Kasalou a été également marquée par une révolte contre Hammurabi qui fut durement châtiée. Le problème, c'est qu'on n'a aucun texte où Dagan Ma-Ilum porte le titre de roi, mais il est certain qu'il a pris la tête de rebelles dans cette région et il a envoyé à Uruk de nombreux prisonniers de guerre, ce qui montre donc son inféodation à l'égard de Rimanum. Je ne rentrerai pas dans le détail très technique des discussions relatives au nom d'année et à la chronologie, mais je rappellerai simplement que la reconstitution de Rositani me semble la bonne et que Séry a eu tort de la critiquer. Donc on peut résumer rapidement les choses ainsi. La datation par l'année 8 de Samsu-Iluna cessa au mois 8, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est à partir de ce moment-là que justement on trouve la formule année où Rimanum est devenu roi, donc ce qu'on peut appeler l'année 0, puisque ce n'est pas une année complète. Par ailleurs, l'avènement de Rimanum a vu la proclamation d'une Misharum, donc 5 mois après celle que Samsu-Iluna avait proclamée dans sa 8e année et que nous avons étudiée la semaine dernière. La mesure a été commémorée dans le nom de l'année suivante, donc l'an 1, qui se formule ainsi « Année où le roi Rimanum, semence éternelle de royauté, proclama une Misharum pour la population déroutée d'Uruk et de ses environs ». Et on voit que le mot à mot, c'est « le roi a fait aller droit la population déroutée ». Donc, à nouveau, on constate que ce verbe 6 à 2 sert à décrire une Misharum. Le nom de l'année suivante commémore la victoire commune des rois de Babylone et d'Uruk sur un certain nombre de villes. On y reviendra tout à l'heure. C'est le moment où Rimanum a changé de camp. Et donc, cette année dit année où le roi Rimanum, et puis le verbe manque, le pays des Moutbaloum, ainsi que l'armée d'Eshnuna, d'Issin et de Kasalou. Cette formule, elle est à mettre en parallèle avec le nom de l'an 10 de Samsu-Iluna, donc qui commémore un événement de l'année d'avant, année où le roi Samsu-Iluna, grâce à la grande force de Marduk, remporta la victoire sur l'armée d'Idamarat, du pays d'Yamut-Baloum, d'Uruk et d'Issin. On y reviendra tout à l'heure, mais il est frappant de voir la communauté de vaincu dans les deux cas, et selon Annunziata Rositani, donc, après la victoire de Samsu-Iluna sur un certain nombre de rebelles, eh bien, Rimanum se serait rallié à Babylone, et on possède une version longue du nom de l'an 2 de Rimanum, qui a été publiée récemment, et qui est très intéressante dans sa formulation. Année où le roi Rimanum, le pays des Moutbaloum, les armées d'Eshnuna, d'Issin et de Kasalou s'étant présentées à Uruk pour le combat, il infligea une défaite à leurs troupes. Depuis des temps immémoriaux, Uruk n'avait jamais expérimenté un tel vent de poussière. Donc, c'est la poussière dégagée par les armées ennemies qui arrivent sous les murs de la ville. Mais après que ce vent de poussière se soit calmé, il les exécuta et par sa puissance, il les expulsa du pays. Donc, une formule bien intéressante. Et je terminerai en indiquant que dans le texte inédit de la statue de Samsu-Iluna, on dit bien que Samsu-Iluna fit se joindre à son côté Rimanum et Dagan Ma-Ilum. Donc il y a eu un moment où les alliances ont été retournées. J'en viens maintenant avec plus en détail sur l'ancien royaume de Larsa sous Rimsin II, qui a été étudié par Stoll dans sa thèse en 1976,
et a fait l'objet d'une brève mise au point par Rosel Pienka. Alors, la question se pose d'abord de savoir où Rimsin II a été roi, parce que vous allez voir que les témoignages que nous avons sont contradictoires. Première façon de faire, on regarde quelles sont les villes où des noms d'années de Rimsin II sont employés. Ce sont des villes donc qui l'ont reconnu comme roi. Eh bien, Rosel Pienka en a fait la liste. Larsa, Kutalla, Ashdubba, Bad Tibira, Lagash, Urun, Ur et Nippur, et il faut ajouter Isin à sa liste. Donc, c'est l'étendue de l'ancien royaume de Larsa, à l'exception notable d'Uruk, où nous avons vu que régnait Rimanum. Par ailleurs, ce qu'il faut regarder, c'est ce que Samsu-Iluna nous dit de Rimsin. Dans le cylindre de Kish, il dit ceci, je vous rappelle, Rimsin qui avait fait se rebeller l'Emut-Balum et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Mais dans l'inscription inédite de la statue, la formulation est un petit peu différente. Samsu-Iluna qualifie à plusieurs endroits de Rimsin de roi de Sumer et il indique que la ville de Bab-Nirnrursagga était sa résidence. Ce Rimsin, donc, a provoqué une rébellion, et ça n'est certainement pas un hasard s'il a choisi comme nom de trône le nom de Rimsin. Il se présentait comme le successeur du roi vaincu par Hammurabi. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'il est question de cette ville de Bab-Nirnrursagga, un toponyme que l'on ne connaît pas par ailleurs, mais qui évoque la ville de Kesh vouée à la déesse Ninrursag. Et en effet, Rimsin II lui-même ne se décrit pas comme roi de Larsa. Alors c'était peut-être le cas sur d'éventuelles inscriptions commémoratives, mais on n'en a aucun, et je doute, à vrai dire, qu'il ait eu le temps d'en commander, puisque, en général, une inscription commémorative sert à commémorer des grands travaux, et vu l'état de guerre perpétuelle qui a marqué son règne, il n'avait guère les moyens de faire cela. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces noms d'années ? On voit d'abord une formule où il y a simplement année où le roi Rimsin, et puis c'est une formule abrégée. Mais on a l'année qu'on a traditionnellement appelée Rimsin IIa, dont la compréhension pose des problèmes. Année où le roi Rimsin a posé à Ur les fondations de l'Emut-Kurra vers Kiedin. Alors, premier problème, c'est de comprendre la séquence Lugal-Uri-II-Kima. Eh bien, Van Mirop avait compris qu'il s'agissait du titre de roi d'Ur. Et au même moment, Douglas Frayne est même allé plus loin en considérant que Kiedin, c'était une ville du sud qui s'appelait Edina, et donc il traduisait année où Rimsin, le roi d'Ur, a posé les fondations du temple Emut-Kurra dans la ville de Edina. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette formule n'est employée que dans des textes écrits à Ur. Et donc on pourrait penser que Rimsin II a souhaité se présenter aux habitants de la ville comme celui qui a en quelque sorte restauré la troisième dynastie d'Ur. Problème, jamais à l'époque paléo-babylonienne, un roi ne se présente dans un nom d'année comme roi de telle ville. Et donc, personnellement, je remettrai en cause cette façon de comprendre, et il me semble que, au lieu de comprendre Urikima comme un génitif, il vaut mieux le comprendre comme un locatif. Et par ailleurs, Stoll a bien montré que Emut-Kurra était un autre nom du temple du dieu Sin à Ur, d'où la traduction donc, que je vous avais donnée au départ, année où le roi Rimsin a posé à Ur les fondations de l'Emut-Kurra, et la fin reste toujours difficile à comprendre. Dans les autres villes, on a soit la formule abrégée Rimsin roi, ou bien on a une autre formule qui est désignée comme Rimsin 2b, puisqu'on ne sait pas s'il y a chronologiquement une séquence entre les deux, année où le roi Rimsin a été magnifiquement élevé par la déesse Ninmar dans le temple de Kesh, fondation du ciel et de la terre, à la royauté sur tous les pays.
et où il y a, et puis là il manque un verbe, l'ennemi, le méchant Cassite, qui venu de la montagne ne peut être ramené vers les montagnes. Je reviendrai sur la mention des Cassites un peu plus tard, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est l'importance de la ville de Kesh, qui est également soulignée dans une lettre expédiée par Rimsin II lui-même, et qu'on a eu la chance de posséder. « Les grands dieux, écrit le roi, ont affermi les fondements de mon trône à Kesh, ville de celle qui m'a créé, donc la déesse Ninmar ou Ninhursag, afin d'illuminer le Yamutbal et de rassembler sa population dispersée. » Alors, c'est intéressant parce que Kesh n'a jamais été une capitale politique dans le pays de Sumer, et j'ai dit dans le premier cours que tout récemment, une équipe italienne avait proposé de localiser Kesh à Tulul al-Bakarat, pas très loin de Nippur. Et selon Torger Wedler, une volonté de légitimation aurait poussé Rimsin II à faire de Kesh, et non pas de Nippur, la cité religieuse d'où la domination universelle était donnée par les dieux. Et par ailleurs, dans la lettre, la référence au rassemblement de la population dispersée, ça pourrait être une allusion à la proclamation du Nemisharum qui aurait accompagné la montée de Rimsin II sur le trône. Donc là, on trouve quelque chose de classique dont on a déjà vu d'autres exemples. Et j'ajouterais personnellement qu'il en va de même du thème de l'illumination du Yamutbal, puisque le roi qui proclame une Nemisharum est traditionnellement comparé au soleil levant. Alors, il semble que Rimsin II se soit emparé du pouvoir à Larsa dès le mois 6 de l'année 8 de Samsu-Iluna, ou continua à reconnaître Samsu-Iluna pendant encore peut-être 3 ou 4 mois. On n'a aucun texte daté de Samsu-Iluna 9, et ce qui est intéressant, c'est de voir que plusieurs individus à Our se sont fait faire de nouveaux sceaux sur lesquels ils se déclarent serviteurs de Rimsin. Et ça montre donc qu'aux yeux de beaucoup, cette situation était quelque chose d'irréversible. Vous ne dépensez pas de l'argent pour vous faire faire un nouveau sceau si vous pensez que le roi ne va pas tenir, bien entendu. Alors, la situation était malgré tout très précaire, aussi bien du point de vue de l'économie et de la sécurité, comme en témoigne cette lettre, dont l'expéditeur n'est pas nommé. Aux différents maires de la rive, le grain du palais doit aller à Larsa, envoyer ville par ville devant lui une escorte, afin qu'on le fasse parvenir à bon port à Larsa, et c'est daté donc du 23 du mois 9 de la première année de Rimsin. Donc il fallait escorter un convoi de bateaux chargés de grains, manifestement pour qu'ils ne soient pas pillés avant d'arriver à la capitale. Pas très bon signe. Autre document intéressant, le responsable d'un quartier, on ne sait pas dans quelle ville, mais sans doute à Larsa, eh bien, emprunte du grain au palais, apparemment pour nourrir les habitants dont il était responsable. Donc on a 600 litres de grain, selon la mesure par sictum standard, évaluée d'après la mesure moyenne, pour un prêt robutatum, reçu par Shep Shamash, chef de quartier. Il recherchera le grain dans son quartier et le rendra au palais. Donc, par la suite, il faudra qu'il essaye de rembourser, mais pour l'instant, on a seulement le texte d'emprunt. Et j'ai évoqué tout à l'heure, à propos d'Uruk, l'existence de documents relatifs au bit assyrie de Larsa. Ça n'est sûrement pas un hasard si on les possède, et ça reflète, une fois de plus, le caractère troublé de la période, puisqu'il y avait un conflit et donc des prisonniers de guerre dont il fallait s'occuper. Malgré tout, les structures administratives semblent être restées solides. On voit par exemple le gouverneur de Larsa, Sin Mushtal, donner l'ordre aux responsables d'un silo de donner du grain aux troupes d'Uruk qui sont venues avec leur général, sans doute avant que la situation ne se tende entre les deux royaumes. On voit aussi à Bad Tibira, l'administrateur du temple, donner un champ en fermage, et on possède d'autres textes habituels dans les archives du royaume, comme des achats de terrains ou de prébendes, des prêts, etc. Donc ce n'était pas la catastrophe totale. Mais cette période a été marquée non seulement donc par la renaissance de royaumes qui avaient précédemment été annexés par Babylone, mais aussi par une invasion de montagnards venus du Zagros, les Kassites. C'est la première fois que leur nom
apparaît dans l'histoire de la Mésopotamie, et l'on sait que une dynastie originaire de ce peuple finit par prendre le pouvoir à la fin de la première dynastie, donc peu après 1600. Mais nous n'en sommes pas là. On est au début de ce processus, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces Kassites sont mentionnés à la fois par le roi de Babylone, Samsu-Iluna, et aussi par Rimsin II. Dans l'année 9 de Samsu-Iluna est formulée ainsi, année où le roi Samsu-Iluna arracha les fondations de l'armée des Kassites, sans doute à Kikalla. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formule n'est employée que sur une demi-douzaine de documents et qui sont tous postérieurs au mois 6. Et donc là, clairement, on a un exemple de changement de nom d'année en cours de route, c'est-à-dire qu'il y a cette victoire qui a été remportée par Samsu-Iluna dans le courant de l'année 9 et qui a été jugée suffisamment importante pour donner son nom à la fin de l'année. On a d'autres exemples de phénomènes de ce genre. Et on a vu déjà que la fin de l'année B de Rimsin II mentionne la victoire sur l'ennemi, le méchant Kassite, qui, venu de la montagne, ne peut être ramené vers les montagnes, donc on a beaucoup de mal à les repousser. La conclusion, c'est donc que les Kassites, qui jusque-là vivaient tranquillement dans les montagnes du Zagros, à l'est de la plaine mésopotamienne, voyant tous ces gens s'entretuer, eh bien, jugèrent le moment favorable pour effectuer une descente, et on peut supposer qu'après avoir effectué force pillage, ils repartirent chargés de butin dans leurs montagnes, ce qui permit à la fois à Samsu-Iluna et à Rimsin II de dire qu'ils les avaient victorieusement repoussés. Nous n'en avons plus de mention avant le règne d'Abiéchour, le fils et successeur de Samsu-Iluna. Pendant longtemps, on a cru que la révolte n'avait affecté que le sud et l'est du royaume de Babylone, avant tout parce que Samsu-Iluna, dans les cylindres de Kish, ne parle de rien d'autre. Mais on a maintenant compris que ce fut également le cas de l'ouest. Comme je l'ai déjà indiqué au début de l'année, on ignore tout de ce qui s'est passé dans l'ancien royaume de Mari après la destruction du palais et de la ville, donc à la fin du règne de Hammurabi et au début du règne de Samsu-Iluna. Et le seul élément que l'on ait désormais, c'est une tablette découverte à Kharadoum et qui est datée de l'an 6 de Samsu-Iluna. Mais on sait qu'une nouvelle dynastie reprit son indépendance dans la région, dont le siège a été traditionnellement situé à Terka, parce que c'est dans cette ville qu'ont été retrouvées le plus grand nombre de tablettes, d'abord par des villageois du Tel Achara, qui, vivant sur le tel même, eh bien, chaque fois qu'ils creusaient un peu sous leur maison pour des raisons variées, sont tombés sur des tablettes, et puis ensuite, à partir des années 1970, par des fouilleurs américains puis français. Les premiers rois s'appelaient Yapar-Sumu-Aboum, Itsi-Sumu-Aboum et Yadir-Aboum, et des tablettes datées de ces trois règnes se trouvent par exemple dans les archives d'un certain Puzurum qui ont été publiées en 1984. On a aussi une tablette datée par Itsi-Sumu-Aboum sur le site de Kharadoum. Et cette séquence, elle a un point de repère chronologique précis, parce que le nom de l'année 28 de Samsu-Iluna commémore une victoire sur Yadir-Aboum, le troisième de ses rois. Et donc, puisque on a Yapar-Sumu-Aboum et Itsi-Sumu-Aboum qui ont précédé ce roi, eh bien, Amanda Podany a proposé que cette dynastie ait commencé au moment où Samsu-Iluna avait fort à faire dans le sud et l'est de son royaume. Donc on peut imaginer, sans preuve absolue pour l'instant, mais avec un bon degré de probabilité, que Yapar-Sumu-Aboum a pris le pouvoir aux alentours de l'année 8 ou 9 de Samsu-Iluna. Alors on l'a vu, ce royaume s'est étendu sur le Moyen-Euphrate depuis Kharadoum jusqu'en amont de Terka, en passant par Mari, où jusqu'à présent on n'a pas trouvé trace de leur époque. Et puis ces rois contrôlaient aussi le Bas-Habour, comme l'ont montré les fouilles japonaises récentes de Tel Taban, l'antique Tabatum,
on y a retrouvé notamment le texte d'une donation faite par le roi Itsi-Soumoaboum, donc sans doute le deuxième roi de la dynastie, au chef local nommé Yassim Mahar. Alors, la tablette et également son enveloppe ont été scellées par le roi, et il est très dommage que la légende de Sceaux n'ait pas pu être déchiffrée par l'éditeur, parce qu'elle nous aurait en principe livré le titre de ce roi. Et la question est de savoir, est-ce qu'il se décrivait comme roi du pays des Bédouins, Rana, comme les rois plus tardifs de sa dynastie, ou bien est-ce qu'il reprit le titre de roi de Mari et du pays des Bédouins, qui était le titre de Zimrilim? On ne peut pas le savoir, mais il est clair que c'était bien le royaume de Mari qui est ainsi rené de ses cendres. Dans l'immédiat, Samsu-Iluna avait trop à faire au sud et à l'est pour lutter contre ce front, mais nous verrons dans 3 semaines comment, par la suite, il tenta de reprendre le contrôle de ces territoires occidentaux. Face aux rébellions qui avaient éclaté dans le sud de son royaume dans la deuxième moitié de sa 8e année de règne et qui occupa la totalité de sa 9e année, eh bien, Samsu-Iluna ne resta pas sans réagir. Et je vous rappelle l'inscription que j'ai citée en partie seulement tout à l'heure. L'année ne s'était pas à moitié écoulée que Samsu-Iluna tua Rimsin, qui avait fait se rebeller les Moutbaloum et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Dans le territoire de Kish, il entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires, et les écrasa tous. Quant à Ilouni, le roi d'Eshtuna, qui était rebelle à ses ordres, il le captura, l'amena dans un carcan et le fit étrangler. Et donc on va examiner successivement ces 3 points, la victoire sur Rimsin II, la victoire sur ces 26 rois usurpateurs et l'élimination du roi d'Eshtuna, Ilouni. Il semble que la reconquête de Samsu-Iluna ait commencé par Larsa. Le fait est qu'on trouve des textes à nouveau datés par Samsu-Iluna dès le mois 2 de l'année 10, alors que cette année 10 n'est attestée à Our que 6 mois plus tard. Cette victoire, cette reconquête plus exactement de l'an 10 a été commémorée par le nom que Samsu-Iluna a donné à la 11e année. Samsu-Iluna, le roi, sur l'ordre d'An et Enlil, détruisit les grandes murailles d'Ur et Uruk et vainquit l'armée d'Akkad pour la 1e fois. Alors on remarque l'absence de Larsa dans cette énumération. Orsnel a cru qu'il y en avait une variante qui mentionnait Larsa. En réalité, c'est une faute d'un scribe qui s'est trompé entre Larsa et Uruk, dont le nom s'écrit presque de la même manière. C'est Ur ici qui est châtié, ainsi que Uruk. Alors, pour Ur, ce n'est pas très étonnant, puisque la ville, en effet, s'était ralliée à Rimsin II. Pour Uruk, c'est un peu curieux, puisqu'on a vu que Rimanum était passé dans le camp de Samsu-Iluna. Donc là, le détail des événements nous reste encore mal compris. Dans son inscription, donc, Samsu-Iluna ne mentionne que Rimsin II et Ilouni. Quels furent donc les 26 rois usurpateurs auxquels il fait allusion? Est-ce qu'il s'agit d'une exagération? Alors, on peut dire que d'abord, il faut compter le roi d'Uruk, Rimanum, et puis ensuite, on peut rajouter un certain nombre de noms qui nous sont fournis par le texte inédit de la statue auquel j'ai déjà fait allusion. Alors, Dagan-Maïloum de Kazaloum, qui n'est pas qualifié de roi, mais qui est cité parmi les opposants. Et puis surtout, on a la mention de 3 gouverneurs élamites. On a la mention d'un certain Tsili Shamash, qui est gouverneur d'Urbilum, c'est-à-dire donc la région d'Arbel, donc au nord-est de la Babylonie. On a la mention d'Imgursin, roi de Larsa, et la mention de Ursin, roi d'Ur, sans doute à restituer comme Boursin, Makkursin, je ne sais pas. Et pour finir, Rimshara, qui est décrit comme le seigneur d'Umma. Autrement dit, après la mort de Rimsin II, eh bien,
son royaume a, en quelque sorte, éclaté en plusieurs unités. Et les lacunes de la statue sont telles qu'il peut y avoir eu davantage de noms. On a l'impression que chacune des provinces de l'époque de la troisième dynastie d'Ur a repris son autonomie, mais cette autonomie a été extrêmement brève, puisque pour l'instant, nous n'avons aucune mention de ces personnages dans des documents de la pratique. Donc, Rimsin II est vaincu, son royaume explose. Dans chacune des villes qui composaient son royaume, il y a des personnages qui osent prendre le titre de roi ou simplement le titre de gouverneur, et finalement, ils sont tous balayés. Alors, il y a une ville quand même qui est un peu plus connue, c'est la ville d'Ur. J'en avais déjà parlé l'année dernière, et je reprends brièvement les conclusions auxquelles nous étions parvenus. Donc on a une documentation après la chute de Rimsin II qui est importante, puisque dans UET5, on a 5 textes entre le mois 8 et le mois 12 de l'année 11 de Samsu-Iluna. Dans YOS 12, on a 6 textes, et puis depuis les fouilles de 2017, on a 4 textes qui proviennent des archives de Abyssum, donc de la fin de Samsu-Iluna 10 jusqu'au début de l'année Samsu-Iluna 11. Donc au total, 15 textes postérieurs à l'écrasement de la révolte de Rimsin II. Alors, vous vous rappelez que Woolley a été obsédé par le souci de retrouver des traces de la destruction qu'il attribuait à Samsu-Iluna, mais comme je l'ai déjà indiqué, ça n'est certainement pas Samsu-Iluna qui est responsable des destructions, puisque on a retrouvé dans les bâtiments détruits des textes qui datent de l'année 11 de Samsu-Iluna. Or, la destruction des murailles, elle a eu lieu l'année d'avant. Et l'année 11 comporte des textes qui montrent que la vie a repris normalement. Et c'est le texte de l'année 12 qui mentionne une révolte, mais sans mentionner spécifiquement la ville d'Ur, année où le roi Samsu-Iluna, contre qui tous les pays ennemis s'étaient rebellés, vainquit l'armée de Sumer et Akkad grâce à la force superbe que Marduk lui a donnée. Et on doit donc rappeler que l'année 11 de Samsu-Iluna est attestée jusqu'au dernier jour, le 30 du mois 12, à Ur. Donc ce n'est pas possible que Ur ait été détruite cette année-là. Et donc je vous rappelle ce que j'ai proposé à partir de ce qui a été constaté dans la fouille de la maison d'Abyssum en 2017. Les tombes des maisons ont été pillées immédiatement après leur abandon. Et donc ça veut dire que les gens ont pris la fuite et qu'il y a des gens qui ont immédiatement ensuite effectué du pillage. Et par ailleurs, nous avons un texte qui date du mois 8 de l'année 12 de Samsu-Iluna qui montre qu'il y a une réorganisation de la surveillance du temple de Ningal. Et donc cette réorganisation, elle est très importante puisqu'elle nous montre qu'il s'agit d'éviter que les pillards qui rôdaient, qui avaient déjà pillé les maisons, ne s'emparent des trésors qui se trouvaient encore dans le temple de Ningal. Et c'est finalement ce qui se produisit, puisque si on regarde donc ce temple de Ningal, eh bien, dans la partie où se trouvent les tombes des grandes prêtresses, c'est la partie du bâtiment qui a été la plus fortement pillée. Donc si l'on essaye de faire un bilan de ce qui s'est produit, eh bien, on peut dire que le parallèle avec Uruk semble très instructif. À Uruk, une fois Rimanum vaincu, il n'y a pas eu de réoccupation babylonienne. Et nous savons que les habitants d'Uruk partirent en exil en Babylonie du Nord, dans la région de ce qu'on appelle le Yahurum Shaplum et dans la région de Kish. Et on reviendra là-dessus plus en détail par la suite, parce que cet exil est documenté et nous donne des informations très importantes. Par ailleurs, la ville d'Ur, qui s'était ralliée à la rébellion de Rimsin II, eh bien, a été reprise par Samsu-Iluna au mois 8 de l'année 10. L'année 11 semble avoir été normale, la domination babylonienne ayant été rétablie. Une nouvelle révolte semble avoir éclaté au début de l'an 12, et à ce moment-là, il semble y avoir eu
une partie des habitants qui ait choisi également le chemin de l'exil, comme l'avaient fait les habitants d'Uruk auparavant, mais d'autres choisirent de résister, et donc on a vu comment certains ont essayé de garder intacts les temples de la ville, mais il semble bien que finalement ils aient été emportés, puisque l'archéologie nous montre que la ville a été finalement complètement pillée et détruite. Autrement dit, à la suite de ces révoltes, et en dépit d'une reconquête qui ne dura pas, tout le sud du pays de Sumer fut finalement perdu autour des villes majeures d'Uruk, de Larsa et d'Ur. Et Samsu-Iluna ne récupéra de façon durable que le contrôle du nord de Sumer avec Nippur et Isin. Il reste un dernier point à examiner, c'est la question du roi Deshtuna-Iluni, puisque dans son inscription de Kish, que j'ai déjà citée, Samsu-Iluna mentionne sa victoire sur ce personnage. Alors, j'avais indiqué il y a 2 semaines qu'on ignore tout de ce qui se passa à Eshtuna lorsque Hammurabi mit fin au règne de Tsilicine et qu'une grande inondation ait contraint les habitants d'Eshtuna à se réfugier en Babylonie. Mais manifestement, les Eshtunéens ont repris leur indépendance à un moment qui reste encore indéterminé. Le roi Iluni est resté pendant longtemps très mal connu, jusqu'au moment où les 2 sites de Tel Essib et de Tel Haddad, dans la région du Djebel Hamrin, donc l'antique ville de Métouran, ont livré des documents datés du règne de Iluni. Et puis, on possède maintenant un certain nombre de lettres d'Iluni qui proviennent malheureusement de fouilles clandestines, sans doute dans la région de la Diyala, mais on ne sait pas exactement d'où. Alors, pour Iluni, on n'a pas de liste de ses noms d'années, mais quand on regarde les documents qui ont été découverts, eh bien, on voit qu'on a plus d'une demi-douzaine de noms d'années, donc c'est un règne qui a été plus long que celui de Rimsin II, par exemple. Il semble bien que ces armées se soient jointes à celles de Rimsin II pour lutter contre Samsu-Iluna. Et si l'on regarde en effet une variante d'un nom d'année de Samsu-Iluna, le nom de l'an 10, eh bien on voit qu'il parle des armées de l'Ida-Maratz, mais il y a une variante qui nous dit l'armée d'Eshtuna. Et on sait que Ida-Maratz, c'est une autre façon pour décrire la région de la vallée de la Diyala. Donc, c'est bien une victoire que Samsu-Iluna a remportée aussi sur Eshtuna. Quant à la statue inédite, eh bien, elle ne nous permet pas de préciser les événements, mais ce qu'on remarque, c'est que dans ce qui en est conservé, eh bien, le nom d'Iluni apparaît à la colonne 6, donc plutôt à la fin du texte, et donc c'est bien une victoire de Samsu-Iluna sur Iluni qui aurait eu lieu dans le courant de l'année 10 et qui aurait été commémorée dans le nom de l'an 11, car Samsu-Iluna mentionne non seulement la destruction des murailles d'Ur et d'Uruk, mais aussi sa victoire sur l'armée d'Akkad. Et nous savons que Akkad est aussi un nom qui était utilisé pour servir à désigner la région d'Eshtuna. Au terme de ces 2 années de troubles, vous voyez que le royaume de Samsu-Iluna s'est retrouvé amputé de sa partie la plus méridionale. Toute la région autour de Larsa, Ur et Uruk lui échappa définitivement, alors qu'il réussit à récupérer la région un peu plus au nord, située autour de Nippur et d'Isin. Nous ne savons pas exactement quel contrôle il reprit sur Eshtuna et la vallée de la Diyala, malgré son affirmation selon laquelle il élimina Iluni, mais on y reviendra par la suite. Quant à l'ouest, toute la vallée du Moyen-Euphrate passa au pouvoir d'une nouvelle dynastie qui ressuscita le royaume de Mari. Autrement dit, l'héritage de Hammurabi fut à ce moment-là en grande partie perdu. La semaine prochaine, nous quitterons momentanément l'histoire politique pour nous interroger sur la littérature et les écoles qui furent évidemment affectées par ces événements. Je vous remercie de votre attention.